La nuit des contes présente Les cils du loup. Un conte japonais. Dans un village vivait une fois un riche forgeron avec sa fille unique, la belle Akiko. La femme du forgeron était décédée peu après la naissance de la petite fille, et l'homme avait repris femme, car il avait besoin de quelqu'un pour tenir son ménage. Mais son choix n'avait pas été heureux. La marâtre était avare et méchante. Rien ne pouvait la réjouir, et elle en voulait surtout à Akiko, qu'elle enviait, car malgré toutes les humiliations de sa marâtre, Akiko était joyeuse et souriante. Au fur et à mesure que la jeune fille grandissait, la marâtre l'accablait toujours plus de travail, de sorte que la jeune Akiko fut bientôt seule à s'occuper de la maison. La marâtre passait la journée à feignanter et à donner des ordres, et le soir, elle se plaignait auprès du père, disant qu'Akiko n'avait pas fait ceci ou mal fait cela. Quand elle entendait ces accusations, il arrivait à Akiko de pleurer, mais le lendemain, elle avait tout oublié et vaquait à ses occupations avec gaieté. Elle travaillait sans difficulté, et les servantes n'entendaient jamais une mauvaise parole de sa part. Akiko était aimable avec tout le monde, car elle savait par sa propre expérience ce que signifiait l'injustice. Elle était également gentille avec les moines, les mendiants errants que l'on trouve dans tout village. Jamais personne ne partait de la maison les mains vides. De temps en temps, elle glissait encore aux apprentis une pièce de bronze qu'elle avait prise sur l'argent du ménage. Tout le monde aimait Akiko. Lorsque ses chansons, pleines de gaieté, retentissaient à travers la maison, tous se sentaient le cœur joyeux et accéléraient la besogne, et la fortune du forgeron augmentait. Une telle attitude allait cependant tout à fait contre le gré de la marâtre. Il ne se passait pas de soir sans qu'elle se plaignît. Elle s'entretient avec n'importe qui, comme si cela se faisait pour une jeune fille de bonne famille. Elle arrivera à chasser tous tes clients. Ou encore, si nous continuons ainsi, nous allons nous retrouver sur la paille. Si je ne faisais pas attention à chaque instant, elle distribuerait tout ce qui lui tombe sous la main. Pour dépenser, elle sait bien s'y prendre, mais pour rapporter de l'argent à la maison, il en va tout autrement. Si nous continuons de la sorte, nous allons être obligés de mendier. Et tu verras alors, où le bon cœur de la fille nous aura menés. Ainsi elle calomniait Akiko jour après jour, et le père la croyait. Il devait gagner son argent assez durement, et il n'aimait donc pas qu'on le gaspille. Jamais Akiko ne se défendait contre les accusations de la marâtre. Elle baissait seulement tristement la tête et essuyait les larmes qui montaient à ses yeux. Mais le lendemain, la maison retentissait de nouveau de sa joyeuse chanson. Elle ne prend pas au sérieux les conseils bien intentionnés, se disait le père en l'entendant chanter ainsi, et avec le temps son cœur se durcit. Et lorsque la veille du nouvel an, la marâtre se plaignit à grands cris qu'Akiko eut l'intention d'appeler le malheur sur la maison en préparant le gâteau traditionnel, non pas avec le riz le meilleur, mais avec de vieilles réserves, insultant ainsi certainement le dieu du bonheur, le père se fâcha et chassa Akiko de la maison. Tristement, Akiko parcourait le village. Partout, on préparait le nouvel an et personne ne remarquait ce qui était arrivé à la fille du forgeron qui était toujours si joyeuse. Akiko suivit la route et arriva dans le village voisin. Elle avait froid et faim. Si seulement elle avait trouvé où entrer en service pour gagner un peu de nourriture et une couche pour passer la nuit. Mais partout on lui montrait froidement la porte. Akiko était déjà si affaiblie qu'elle pouvait à peine avancer. Alors elle frappa finalement à la porte d'une auberge et demanda un peu de thé chaud. « Monsieur l'aubergiste, je n'ai pas d'argent, mais je peux vous laisser en gage ma veste matelassée. Donnez-moi quelque chose de chaud à manger. »« Ce serait facile, répondit l'aubergiste. N'importe qui pourrait venir ainsi. Je te sers à manger et après, on ne me donnera rien pour la veste. Non, donne la veste, je vais la faire vendre, et puis nous verrons ce qu'elle vaudra. » Akiko enleva sa veste et attendit devant la maison, vêtue seulement d'un léger kimono. L'aubergiste envoya le valet vendre la veste et Akiko attendit, tremblant de froid, qu'il revienne avec l'argent. Elle resta là longtemps, souffrant la faim et le froid. « Lorsqu'il rapportera l'argent, je mangerai quelque chose de chaud, et il me restera encore quelques pièces pour poursuivre mon chemin. Peut-être vais-je aussi trouver quelqu'un de compatissant qui me donnera du travail et m'hébergera pour la nuit. » se consolait-elle elle-même. « Mon exil ne peut durer bien longtemps. Mon père reconnaîtra certainement bientôt qu'il a eu tort et me rappellera, car il n'est pas possible qu'il existe dans ce monde une telle injustice. » Akiko attendait depuis longtemps. Les hôtes allaient et venaient, les valets et les servants entraient et sortaient, mais personne ne s'occupait de la jeune fille accroupie sur le seuil. Finalement, ne pouvant plus supporter la faim et le froid, Akiko appela doucement l'aubergiste. « Ne m'importune pas, va nu-pied.
Si jeune et déjà à courir les rues, ôte-toi d'ici, tu chasses mes clients, lui lança l'aubergiste. Akiko, la voix tremblante, lui rappela la veste qu'elle lui avait donnée à vendre. C'était une bonne veste, elle vous a certainement rapporté assez pour me donner du riz et du poisson, et un bol de thé bien chaud. Ah, elle prétend m'avoir donné une veste, s'écria l'aubergiste en riant avec dédain. Une belle veste précieuse, valant une fortune. Et ne m'as-tu pas aussi confié une bourse pleine d'argent? Elle semble te manquer aussi. Avez-vous jamais entendu une telle impertinence? Moi, vendre une veste pour une mendiante. Si tu possédais une bonne veste, tu serais bien gentiment à la maison au lieu de courir les rues des villages. L'aubergiste criait si fort que les autres sortaient de l'auberge pour se moquer de la pauvre jeune fille. Akiko se mit alors à pleurer. La faim et le froid étaient terribles, mais rien ne la blessait autant que cette injustice patente. « Tiens, voici quelque chose, dit l'aubergiste en lui lançant une boulette dure et un sac rapiécé. Pour que tu vois que j'ai pitié et qu'un jour de fête, je ne laisse partir, sans rien, même une mendiante impudente comme toi. Et maintenant va-t'en, sinon je lâche mes chiens. » Akiko jeta le sac rapiécé sur son dos, et, le visage rouge de honte, elle s'en fut en courant sous les rires et les railleries des dîneurs. Sa seule idée était de partir. Elle ne s'arrêta qu'à la lisière de la forêt. La neige se mit à tomber, et Akiko ne savait ni où elle se trouvait, ni où elle irait. Désespérée, elle se dit « Ce monde ne me réserve rien de bon. Si je dois mourir de faim ou de froid quelque part sur la route et servir de prétexte aux railleries des hommes, je préfère encore en terminer moi-même avec la vie. Je vais aller dans la forêt et me faire manger par les loups. » Traduisant aussitôt son horrible décision dans les faits, elle quitta le chemin et pénétra dans la nuit de la forêt. Dans les montagnes, il y a beaucoup de loups et en hiver ils sont affamés. Ils ne tarderont certainement pas d'en finir pour toujours avec ma peine, se dit-elle tout en marchant. Remuant de telles pensées, elle arriva à une petite clairière, s'y assit sur une pierre et attendit l'arrivée des loups. Petit à petit, le crépuscule arrivait. La neige tombait de plus en plus. La forêt était silencieuse. Aucune feuille ne remuait. Peut-être n'est-ce pas l'endroit indiqué, se dit finalement Akiko, ne voyant toujours pas de loups. Je n'ai encore jamais été dans les bois, et je ne sais pas où se tiennent les loups. Il va falloir que je cherche. Elle se leva et continua son chemin. Elle se frayait une route à travers les épaisses broussailles, parcourait des sentiers isolés tout en appelant. « Loup, cher loup, viens donc, et mange-moi, je ne veux plus vivre. » Elle errait ainsi depuis bien longtemps, lorsque, soudain, des branches craquèrent dans un buisson près du sentier. Les branches s'écartèrent et un énorme loup violet, aux grands yeux rouges, sauta sur le chemin. Il s'aplatit comme pour s'apprêter à sauter, montra ses crocs acérés et jeta des regards perçants sur Akiko. Celle-ci s'arrêta net et se tut. Maintenant qu'elle voyait les dents aiguës et qu'elle sentait la laine chaude du loup, elle commençait à avoir peur, mais aussitôt elle se souvint de toutes les humiliations que les hommes lui avaient infligées et les injustices qu'elle avait subies. Elle pensait à la mort par la faim qui la guettait certainement, et elle resta ferme dans sa résolution. Elle regarda le loup effrayé, mais d'une voix ferme, elle lui dit « Mange-moi, loup! Le monde ne peut plus rien m'offrir de bon. » Le loup s'aplatit encore plus, cligna des yeux et jeta un regard scrutateur sur Akiko. Puis il s'assit sur ses pattes arrière et dit d'une gentille voix, tout à fait inattendue. « Non, je ne te mangerai pas. Je ne mange pas les hommes, tout au moins pas de vrais hommes. Et tu es un être humain comme il faut. Tout ton malheur provient du fait que tu es incapable de reconnaître les vrais hommes. Tu as trop de confiance, mais je veux t'aider. » Cela dit, il s'arracha doucement 2 cils, les tendit à Akiko et dit « Lorsque tu voudras savoir quel est l'homme que tu as devant toi, tiens ces 2 cils devant tes yeux, et regarde bien. Aussitôt tu sauras à qui tu as affaire. Confie-toi à celui qui ne changera pas, même après un examen minutieux à travers les cils. C'est avec un tel homme que tu seras heureuse. Les autres, ne les crois pas, même s'ils te font un doux visage. » Akiko, surprise, remercia le loup et s'en retourna. Dans son étonnement, elle avait oublié la faim et le froid. Bientôt, elle sortit de la forêt et arriva dans une petite ville. Akiko se plaça dans un carrefour. Autour d'elle, il y avait foule. Beaucoup portaient des corbeilles et des fagots de bois sur le dos. D'autres conduisaient des chevaux au marché, d'autres encore rentraient avec leurs provisions. Il y avait un grand nombre de femmes aux belles toilettes et des hommes aux mines dignes. Tous avaient l'air comme il faut et honnêtes. Comment ferait-elle pour ne pas avoir confiance en ces hommes? Akiko décida alors d'essayer le conseil du loup. Elle mit les cils devant ses yeux et observa le va-et-vient. Quelle ne fut pas sa surprise en constatant la transformation qui s'était opérée parmi les citadins aux airs honnêtes et dignes.
Ainsi, la femme riche pleine de dignité qui, vêtue de soie lourde, se promenait entourée de servantes et d'une gouvernante qui tenait un petit garçon à la main, le kimono de soie est surmonté d'une tête de coq qui picore, affamée de tous côtés. La gouvernante a une tête de poisson et les servantes, rien que des souris et des poules. Ou encore plus loin, un fonctionnaire avec sa suite, du col raide du kimono de cérémonie, sort fièrement une tête de cochon. Dans une rue latérale, un marchand s'approche du carrefour. Il porte une tête de renard et ses petits yeux jettent des regards rusés de tous les côtés. Akiko a beau regarder partout autour d'elle, partout, elle ne voit que des têtes animales, surmontant des corps vêtus de soie, de coton ou de pauvres haillons rapiécés. Nulle part un visage humain. Alors Akiko devint très triste. C'est donc ainsi que va le monde? N'existe-t-il vraiment dans toute la ville pas un seul homme véritable? Elle était sur le point d'abandonner tout espoir lorsqu'elle vit un jeune charbonnier, pauvrement vêtu, portant un grand sac de charbon de bois sur le dos, qui cheminait lentement vers le carrefour. On voyait qu'il avait un long trajet derrière lui. Hésitante, Akiko porta encore une fois les cils à ses yeux. Quel animal verrait-elle cette fois, encore, à la place du visage qui inspirait la confiance? Elle regarda attentivement, mais le charbonnier ne se transformait pas. Elle avait beau tourner et retourner les cils, aiguiser son regard, le charbonnier gardait sa belle tête de jeune homme. Akiko était heureuse, mais comment allait-elle aborder l'étranger? Que penserait-il d'elle? Elle décida donc de suivre le charbonnier en secret. Elle verrait ainsi où il habitait et en chemin, une idée lui viendrait peut-être sur la façon de s'y prendre. Au marché, le charbonnier échangea son charbon contre du thé, du riz et du sel. Puis, sans s'arrêter, il dirigea ses pas vers la montagne. Akiko le suivait à une certaine distance, tout en essayant de ne pas le perdre complètement de vue. Le jeune charbonnier marchait vite et Akiko avait du mal à le suivre. Ils passèrent près des champs de riz, puis ils s'engagèrent dans un sentier sylvestre. Là, le jeune charbonnier disparut. Il était jeune et fort alors qu'Akiko était très affaiblie par la faim et la longue route qu'elle avait déjà faite. Mais fort heureusement, elle vit au loin monter de la fumée. Sans doute était-ce la meule du charbonnier. Elle suivit donc la direction de la fumée, et dans une clairière, elle aperçut, à côté d'une meule, une petite hutte. Akiko se dirigea tout droit vers la demeure et jeta un regard à l'intérieur. Il n'y avait personne, mais sur le feu se trouvait une bouilloire avec de l'eau. Le charbonnier ne pouvait donc être bien loin. Lasse, Akiko s'assit sur le seuil et attendit. Au bout d'un moment, le charbonnier sortit de la forêt, s'arrêta un peu devant la jeune fille et cria « Tu m'as donc suivi jusqu'ici, fantôme? Va ton chemin! Chez moi tu ne trouveras rien !» Akiko se leva, salua poliment le charbonnier et l'assura qu'elle n'était pas un fantôme, mais un être humain. Enfin, le charbonnier la crut. « J'ai évidemment remarqué que tu m'as suivi depuis la ville. C'est pourquoi aussi j'ai hâté le pas. Mais tu es resté derrière moi. Je pensais que tu étais un fantôme, car une jeune fille n'a pas l'habitude de se promener ainsi seule dans les bois. C'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas restée dans ma hutte, car je me suis dit que si le fantôme ne m'y trouvait pas, il s'en irait. Mais dis-moi, que fais-tu ici dans la forêt? Tu n'as pas l'air d'être une vagabonde. Il me semble tout au moins que tu as connu des jours meilleurs. Il n'y a pas longtemps. » Akiko lui raconta l'histoire de la méchante marâtre et de l'injustice du père qui avait chassé de la maison la veille du Nouvel An. Elle lui dit aussi qu'elle avait voulu se faire manger par les loups. Enfin, elle demanda au charbonnier s'il ne voulait pas la garder. « Je sais faire la cuisine et je pourrai m'occuper de ton ménage. Tu seras certainement satisfait de moi. »« Moi, je serai certainement satisfait, mais je ne sais pas si toi tu le seras chez moi. Je ne suis qu'un simple charbonnier qui gagne sa vie péniblement avec ses mains. Chez moi, ce n'est pas comme dans une maison riche. » Akiko n'avait nul besoin de luxe. Elle était heureuse de trouver un toit, et son plus cher désir était de pouvoir rester chez le charbonnier. Avant de pénétrer dans la hutte, elle regarda ses pieds qui étaient sales du long voyage. Non, elle ne pouvait pas entrer avec de tels pieds, et elle demanda donc au charbonnier où elle pourrait se laver. Derrière la meule, à la lisière de la forêt, se trouve une source. La source était entourée de poutres de bois. Akiko se pencha et l'eau brillait comme si le soleil s'y reflétait. Mais c'est déjà le soir. D'où pourraient venir les rayons de soleil? Se demanda Akiko, et elle regarda de plus près. Au fond de la source se trouvaient beaucoup de pierres, et c'était elles qui scintillaient. Akiko sortit l'une des pierres de l'eau et l'inspecta, puis elle se lava les mains, bien qu'elle eût presque honte de tremper ses pieds dans l'eau de la source dorée. À la fin, elle se pencha pour boire l'eau qui coulait du rocher dans un tuyau de bambou. « C'est certainement ici que le charbonnier vient chercher l'eau pour faire sa cuisine, se dit-elle. Mais soudain elle s'arrêta de boire étonnée. Ce n'était pas de l'eau qui coulait du tuyau en bambou, mais le meilleur des sakés.
Akiko prit une des pierres dorées et courut à la hutte. « Sais-tu ce que c'est que cette pierre » demanda-t-elle au charbonnier. « Évidemment, c'est une pierre ordinaire. Il y en a plein dans la source, et tout autour. Elles sont très belles, regarde comme elles scintillent. Et elles ne perdent pas leur brillant, même une fois sèches, dit le charbonnier tranquillement. Regarde, j'en ai orné l'âtre, et si tu le veux, je peux en tapisser le chemin qui mène à la source, tellement il y en a. Ce n'est pas une pierre, c'est de l'or pur, lui expliqua Akiko. Dans la ville, on te donnera en échange ce que tu voudras, et tu n'auras plus à gagner ta vie en te fatiguant. On me donnerait du riz en échange d'une pierre? La fatigue a dû te déranger l'esprit. Contre du charbon, oui, on me donne ce dont j'ai besoin. Si seulement, d'ailleurs, j'en avais assez, continua le charbonnier sans rien perdre de son calme. Et sais-tu ce qui coule du tuyau en bambou de la source? Mais qu'est-ce qui t'arrive, grogna le charbonnier, rien d'autre que de la bonne eau bien pure. J'en bois depuis des années, et il ne m'est rien arrivé. Akiko dut rire et sa bonne humeur revint. De la bonne eau pure, ne sais-tu donc pas que c'est le meilleur saké que j'ai jamais bu? Puis elle expliqua au jeune charbonnier au milieu de quel trésor il avait jusque-là peiné. Dès demain, nous porterons l'or en ville et l'échangerons contre de l'argent. Puis nous ferons venir des artisans et nous ferons construire une auberge près de la source de saké. Et tu seras étonné de la vie que nous mènerons alors. Le charbonnier n'en croyait rien, mais voyant que Akiko perdait sa tristesse et sa fatigue, il ne voulait pas la peiner. Le lendemain, donc, ils emportèrent l'or en ville. Et peu de temps après, l'auberge, à la meule éteinte, se dressait dans la clairière. Bientôt, l'auberge, avec son bon saké et son aimable hôtesse, était connue de tous les environs, et de près et de loin, des marchands et des samouraïs venaient pour faire une halte dans l'auberge. Une fois même, le prince de la province s'arrêta pour goûter au vin délicieux qui coulait à même le rocher. Le vin lui plut tellement que, à partir de ce moment, il s'en fit envoyer à son palais et qu'il ne but plus jamais d'autre saké. La clairière était toujours très animée. Après les hôtes illustres venaient des visiteurs moins nobles et enfin tous les vagabonds, des moines, des mendiants et des mendiantes. Mais l'hôtesse de l'auberge avait un sourire pour tout le monde. Mais qu'était-il arrivé entre-temps au village natal d'Akiko? Le père ayant chassé la jeune fille, la marâtre fut enfin contente. Seulement, il fallait dorénavant qu'elle s'occupe seule de la maison, et peu après elle était redevenue aussi mécontente et grognon qu'avant. Cela dura jusqu'à ce que sa mauvaise humeur eût le dessus et qu'elle en mourut. Le père à son tour ne réussissait plus rien. Tout était comme ensorcelé. Ses faux, qui, avant, étaient demandés dans tous les environs, se mettaient subitement à se briser avant même d'avoir servi. Voulait-il forger une bonne hache? Elle devenait mauvaise. C'est en vain qu'il grondait ses apprentis et qu'il licenciait ses aides. L'atelier déclinait de plus en plus, et à la fin il ne lui resta d'autre solution que d'aller mendier. Ainsi s'était vérifié ce que la marâtre avait prédit, mais pour une raison tout autre. Un jour, le vieux forgeron arriva avec d'autres mendiants à l'auberge, à la meule éteinte. Il ne reconnut pas sa fille, mais il fut surpris de voir qu'au lieu de les recevoir avec des injures, on leur servait de la soupe bien grasse et en plus un bol du meilleur saké. Cette hospitalité envers de pauvres mendiants le fit penser à sa fille, qui était aussi aimable et compatissante que l'hôtesse de l'auberge. C'est seulement à ce moment qu'il se rendit compte ce qu'un mot gentil peut signifier pour un homme fatigué et dans la peine, et il se repentait d'avoir agi, alors, avec précipitation et sans réfléchir. « Ma pauvre Akiko, qu'est-elle devenue? Erre-t-elle comme moi malheureuse à travers le monde, ou est-elle morte depuis » soupira le vieillard, et les larmes lui coulaient sur les joues. Akiko servait ses hôtes non loin des mendiants, mais un sentiment imprécis l'attirait vers ces pauvres en haillons. Surtout le vieux mendiant lui semblait connu, jusqu'à ce que finalement elle reconnût en lui son père. Elle hésita longtemps à se faire reconnaître, pensant à sa peine et aux méchantes paroles avec lesquelles son père l'avait chassée de la maison. Mais voyant les larmes d'amertume que le vieux versait en se souvenant de sa fille, elle oublia tout et s'approcha de lui. « Père, ne pleurez plus, je suis votre Akiko. »« Akiko, ma petite fille !» sanglota le forgeron. « Tu vois comment le sort m'a puni de mon injustice. » Akiko appela son mari, puis tous trois en larmes se racontèrent leur histoire. Le vieux forgeron resta avec sa fille et son mari, et ils vécurent heureux et contents. Et souvent, plus tard, le vieillard racontait à ses petits-enfants l'histoire de leurs parents et de l'auberge à la meule éteinte.